Bonsoir à tous, bienvenue dans le Ndimba. Comme les semaines précédentes, nous allons au cœur de l'actualité. Dans ce numéro, notre réflexion va porter sur le budget de l'État, la loi de finances, la BOP, le financement de la CAN, comment tout cela est mis en œuvre. Pour y répondre, le ministre du Budget et des Comptes publics est notre invité. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour faire plus ample connaissance, Christian Magnagna, je vous invite à suivre ce reportage sur votre biographie. Né il y a 54 ans, 30 août 1961, à Mounana, sud-est du Gabon dans la province du Haut-Ogooué, le ministre du Budget et des Comptes publics, Christian Magnagna, est également un élu du peuple, député du 2e siège, les Bombi-Leyou, à Mounana depuis décembre 2011. Ingénieur génie industriel de métier depuis 1989, formé aux hautes études industrielles de Lille, dans le nord de la France, ce parcours est sanctionné en 1990 par l'obtention d'un diplôme de 3e cycle en management à l'Institut supérieur de gestion de Paris, ce qui fait de lui un ingénieur d'affaires. Les portes d'une carrière professionnelle s'ouvrent pour Christian Magnagna dès 1988 en région parisienne. Il intègre le groupe SAE dans le BTP en qualité de cadre supérieur gestionnaire des finances, puis en qualité d'ingénieur principal des travaux. De 1992 à 1995, il devient le gérant de la société Mégabéton et la dernière expérience française avant de rentrer au Gabon, où il occupe dès son arrivée le poste de directeur général adjoint de la PME Carmo. Ensuite à la SNBG en qualité de directeur commercial et marketing entre 1999 et 2003, puis directeur général du fonds d'entretien routier, FER, entre 2004 et 2009. Le 19 octobre 2009, Christian Magnagna quitte le FER pour une carrière politique. Il intègre le premier gouvernement de l'ère Ali Bongo Ondimba en qualité de ministre délégué auprès du ministre du Budget et de la Fonction publique, chargé de la réforme de l'État jusqu'en 2011. Ministre des Eaux et Forêts de 2011 à 2012, et depuis 2014, retour au gouvernement au poste de ministre du Budget et des Comptes publics, après l'Assemblée nationale entre 2012 et 2014. Christian Magnagna est membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais. Il œuvre quotidiennement à la promotion du projet du chef de l'État, L'avenir en confiance. Cette expérience s'est enrichie d'une vie associative. En effet, Christian Magnagna a été pendant un an, de 2012 à 2013, coordonnateur national du REPAR Gabon, réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes des forêts denses et humides de l'Afrique centrale, contribue à la promotion de la bonne gouvernance et la gestion durable et équitable des ressources forestières, fauniques et halieutiques pendant un an, entre 2012 et 2013. Le ministre du Budget et des Comptes publics est un pratiquant de sport pour le maintien de la forme et de la lecture pour la revitalisation de l'activité intellectuelle. Christian Magnagna, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce portrait que vous venez de suivre ? Oh, je pense que c'est un portrait assez complet. Et puis, non, je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait rajouter. Je pense que c'est assez complet. Ça dit l'essentiel, en effet. Et voilà, je vous remercie pour ce compte rendu fidèle. D'accord. Écoutez, je vous propose toujours, on est toujours dans la première partie de notre émission. Pourriez-vous, monsieur le ministre Christian Magnagna, partager avec nous donc votre plus beau souvenir d'enfant ou de jeunesse? Mon plus beau souvenir d'enfant, alors ça c'est une question surprise. J'avoue que je ne m'y attendais pas. Mais écoutez, des souvenirs d'enfant, j'en ai plein. Le plus beau, c'est naturellement, évidemment, en famille, avec mon père, ma mère, à Mounana, profitant des meilleures périodes de vacances quand ça se passait évidemment en zone rurale. Évidemment, les choses étaient naturelles, simples. On avait des aînés, on avait des petits frères, on avait des tantes. En fait, c'est vraiment un souvenir de famille. Pour ceux qui ont l'expérience, mais vous également, je pense que d'autres aussi ont ce genre de souvenirs. C'est-à-dire, je crois que les meilleures joies sont en famille, sont en communauté, sont dans un esprit... Dans un cadre plutôt rural. Dans un cadre rural, ouvert, et surtout dans un cadre totalement décomplexé. Dans un cadre où on n'a pas à souffrir de l'anathème, de je ne sais... Enfin, un cadre libre, voilà. C'est le meilleur souvenir qui me revient, c'est-à-dire c'est comme ça que les moments familiaux, on va retenir ça. Alors. Les moments familiaux, oui, voilà, les moments familiaux, la zone rurale, enfin la liberté de vivre au Gabon, voilà, je crois que c'est la meilleure expression résumée que je puisse en faire. Oui, parce qu'en effet, vous avez vécu longtemps en Europe, en fait. J'ai vécu longtemps en Europe, oui, pour des raisons d'études d'abord dans un premier temps, et puis après professionnel, vous l'avez bien retracé. Oui. Et puis pour des raisons de séjour familiaux également, c'est vrai. Mais non, je crois que les Gabonais aujourd'hui aspirent à vivre partout. Je veux dire, au Gabon, à l'intérieur évidemment de notre pays, dans les zones rurales, mais comme évidemment dans des milieux évidemment beaucoup plus modernes, dans le monde occidental. On a de plus en plus de jeunes évidemment qui s'expatrient.
Et je crois que c'est une tendance qu'il faut accentuer, qu'il faut intensifier, parce que le Gabon est ouvert à la mondialisation, le Gabon est ouvert aux échanges, Oui. le Gabon est ouvert à cette humanité, évidemment. Et puis on reçoit aussi, même ouvert. Et puis je pense que le Gabon, place bien sûr, aussi. c'est à la faveur de cela, de ces expériences que nous avons cherchées à l'étranger, que d'ailleurs nous devons davantage mieux nous préparer à recevoir. On reçoit déjà. Le Gabon est un pays terre, ouvert, une terre d'accueil. Voilà, une terre d'accueil. Donc je crois que c'est un bon exercice. On va poursuivre notre questionnaire. Bien sûr. Vous avez un agenda chargé, Monsieur le Ministre. Que faites-vous pour décompresser? Ou tout simplement, partagez-nous votre occupation préférée. Des occupations, j'en ai. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a des journées de travail qui sont assez... En dehors du cadre professionnel, hein. Une occupation... En dehors du cadre professionnel, disons qu'on a des journées quand même qui sont assez longues, oui. Qui commencent très tôt le matin et qui se terminent souvent très tard le soir. Donc, en temps, c'est beaucoup de repos. Les temps libres, c'est plutôt les week-ends. Les week-ends, quand on a la possibilité de marcher, de retrouver des amis, de rigoler, de lire un peu. Et puis, bien sûr, en tant que politique, bien sûr, de descendre au contact de vos évidemment des populations, de mes électeurs. Et bien sûr, pas seulement à Mounana, à Mabacoumba, à Mwanda, et puis dans d'autres provinces du Gabon, parce que moi j'aime bien visiter d'autres provinces également, pour me frotter aux réalités de l'intérieur de notre pays. Et c'est une activité qui est tout à fait enrichissante, hein, je veux dire, au travers de laquelle, quand il nous arrive de trouver par exemple 1 ou 2 heures de libre, c'est du sport comme toujours, c'est de la marche, et c'est de la lecture de temps en temps, voilà. On voudrait parler maintenant de musique. Est-ce qu'on peut connaître vos genres de musique, votre musicien préféré, votre style de musique, tout simplement? Alors là, très sincèrement, sur la musique, je suis ouvert à tout. Je suis ouvert à toutes les musiques. Je ne suis pas un fanatique d'un auteur-compositeur, ni d'un style de musique. Je crois que à la maison, il y a des enfants qui... On va rester compatriotes, on va rester au niveau national. Au niveau national, c'est la rumba, c'est celle qui fait le plus danser. C'est la musique des jeunes, évidemment, qui est de plus en plus... Enfin, c'est celle qui anime la cité. Je veux dire, on se met un tout petit peu au goût du jour. Et vous êtes rap? Rap, en tant qu'observateur, je suis plutôt spectateur, évidemment, des danseurs de rap. Donc on va dire que vous êtes classique? Je suis plutôt, on va dire, classique, allez, vous faire plaisir, oui, tout à fait. Parce que les hip-hop gabonais s'exportent pas mal aussi. Ah, il y a des messages assez forts. C'est une activité que nous suivons bien, oui, tout à fait, c'est vrai. Mais c'est bien, à l'honneur de notre pays d'ailleurs, parce qu'il y a la créativité, c'est bien. On reste toujours pour ceux qui nous regardent, on voudrait vous connaître davantage. Et très souvent, on voudrait revenir sur cette question. Christian Magnana, qu'est-ce qui vous irrite dans la vie? Ce qui m'irrite dans la vie? Oui. Je crois que c'est comme beaucoup de gens parmi nous. Hein. Je crois que c'est l'absence de loyauté. Je crois que c'est l'absence de reconnaissance. En un mot, je crois que ce qui mérite, c'est la lâcheté, c'est la traîtrise. Partout, professionnellement, ou même aussi dans le cadre familial? Même dans un cadre familial, je crois qu'il y a des règles de vie qui fondent la vie, qui fondent l'humain, qui veulent pour avancer, que ce soit en famille, que ce soit en association, que ce soit dans un cadre professionnel, que ce soit dans un cadre politique. Il est important qu'il y ait de l'engagement, de la responsabilité, parce qu'il n'y a que comme ça que progressivement nous arrivons à construire des familles heureuses, unies, une nation prospère, unie, et des peuples évidemment qui prospèrent ensemble. Mais quand vous avez à l'intérieur de certaines organisations des vices comme ceux que je viens de rappeler, vous créez les conditions évidemment d'une fragmentation des cellules. De conflits. Mais surtout d'ouverture de conflits et donc de fragmentation des cellules, oui. D'accord. Et on va peut-être terminer avec cette dernière question, Christian Magnana. Quel est le don de la nature que vous auriez aimé avoir, si vous ne l'avez pas déjà? Le don de la nature que j'aurais aimé avoir? Oui. Je vous aide, excellent cuisinier, peintre, je ne sais pas. Mais cuisiner, déjà, je suis un bon cuisinier. Enfin, disons que de ce que me dit mon épouse et mes enfants. Vous passez je passe du temps à faire la cuisine. Je veux dire, la satisfaction, évidemment, votre plat préféré, alors? De mes amis. Oh, je prépare de tout, mais je suis surtout un amoureux du poisson. J'aime bien manger du poisson. Et d'un plat classique, évidemment, africain, c'est le bouillon de poisson. Mais alors, fait avec les assaisonnements nécessaires. Alors, tonton Christian, si on est dans le cadre familial, c'est ça?
Ah oui, dans un cadre familial, très sincèrement, je veux dire, voilà, c'est le bouillon. Et moi, j'aime bien manger la grosse tête de poisson rouge, hein, je veux dire, Oui. en bouillon, le samedi à midi ou le dimanche midi, voilà mes plats Vous allez préférés. le chercher vous-même À moi-même, avec mes enfants, on sort, on va l'acheter, et puis on rentre à la maison. Ils m'assistent évidemment à la cuisine, parce que bon, je veux dire, on essaie de le passer également cette passion, parce qu'il n'y a pas que la télé, il n'y a pas que les jeux, évidemment, les jeux électroniques, il n'y a pas que le travail, les cahiers. De temps en temps, je pense qu'il faut également initier les enfants à des choses simples. Puis autour d'un repas, il y a des valeurs aussi, Autour de d'un repas, solidarité, oui, tout à fait. Des valeurs qu'il faut réhabiliter sur transformement. de partage. Oui, voilà, tout à fait. Et je pense que c'est souvent l'occasion pour moi de partager ce genre de passion avec les miens. Voilà. Ben, nous sommes arrivés au terme de cette série de questions-réponses. Je vous remercie. Juste pour moi, de passer à cette deuxième partie qui est consacrée maintenant sur la question de la restructuration du ministère du Budget et des Comptes publics, dont vous avez la charge, à travers la réforme qui a entraîné de nombreux mécanismes. Les explications dans ce reportage de l'équipe d'Undimba. La création en octobre 2009 du ministère du Budget et des Comptes publics consacre en même temps l'avènement de la réforme budgétaire. En effet, on peut noter l'apparition de nouveaux mécanismes en matière de la dépense publique. Ces mécanismes fixent un cadre nouveau, à l'intérieur duquel sont désormais clairement définies les priorités de l'État. À ce titre, la réforme a donc pour mission fondamentale, entre autres, de mettre en œuvre l'identification des acteurs dans la chaîne de l'élaboration et de l'exécution du budget de l'État, la réduction du train de vie de l'État, l'amélioration de la qualité de l'accueil de l'usager, une large place accordée à la dépense sociale, le nouveau système de rémunération des agents de l'État entré en fonctionnement en juillet 2015. Dans cette optique, la réforme a permis de mettre en place un programme de bancarisation des agents publics et des boursiers du gouvernement gabonais. En plus de la bancarisation, les agents publics bénéficient par ailleurs de la prime d'incitation à la performance. En outre, les pouvoirs publics ont procédé au paiement des rappels et favorisé l'accès au crédit à un grand nombre. On peut ajouter, dans ce sens, que la réforme est marquée par un tournant décisif depuis l'année dernière, notamment le passage d'une gestion en mode moyen à la budgétisation par objectif de programme, la BOP. Ainsi, la BOP vise à terme l'efficacité de la dépense publique. Encore en expérimentation, la BOP a pour finalité l'instauration d'une nouvelle culture de gestion au sein de notre administration. À cela s'ajoutent les nouveaux critères d'attribution de marchés publics pour une meilleure lisibilité et transparence de la dépense, ainsi que de la dette intérieure. Enfin, la réforme du Trésor ainsi que celle du raccourcissement du cycle de décision, jugé trop long dans l'ancien système, prennent effet dans ce nouveau cadre. Dans le rapport économique, social et financier 2015, on a noté au titre des dépenses de fonctionnement la somme globale inscrite de 1222 milliards pour le fonctionnement. Parmi les réformes attendues, Monsieur le Ministre, celle de la réduction du train de vie de l'État. La dépense a-t-elle vraiment réduit? Alors, vous parlez donc du train de vie de l'État. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on entend par train de vie de l'État? On parle évidemment pour les spectateurs, parce qu'il faut que les Gabonais comprennent. Dans le train de vie de l'État, bien sûr, nous devons comprendre l'ensemble des moyens financiers, des moyens humains, des moyens matériels que l'État met en œuvre pour son fonctionnement régulier. Il s'agit bien sûr donc des dotations dont vous rappelez le montant donc, des règlements effectués sur 2015, correspond donc à la partie donc, des règlements des personnels, au règlement évidemment des biens et services pour le fonctionnement de l'État, mais également des subventions que l'État verse aux ménages, soutien aux ménages, que l'État verse aux collectivités locales, que l'État verse aux établissements publics, et à certaines ONG. C'est vrai que vu pris globalement comme ça, on a l'impression que le coût de fonctionnement de l'État n'a pas baissé. Mais je peux vous dire une chose, c'est que si on extrait de cette masse le volet évidemment de la masse salariale, sur lequel certainement nous aurons l'occasion évidemment de revenir. Si on extrait le volet des subventions, donc c'est des subventions qui participent aux aides sociales. Si on enlève ces deux composantes des 1200 milliards que vous évoquez, je peux vous rassurer que le train de vie de l'État, au sens où vous l'entendez, c'est-à-dire au sens où le commun des Gabonais l'entend. Le commun des Gabonais entend les véhicules, le fonctionnement, donc les équipements, le train de vie de gouvernement et tout ça. Je peux vous assurer, madame, que le train de vie de l'État, de ce point de vue, a considérablement baissé. Considérablement baissé depuis 2010. Des efforts sont faits.
Il n'y a pas d'autres ministères plus lésés que d'autres ou peut-être plutôt des ministères plus avantagés? Alors, d'abord, sur le train de vie de l'État, nous pourrons répondre à l'affirmative, c'est que le train de vie de l'État, au sens où on le comprend, parce que je fais la définition, le train de vie de l'État, c'est l'ensemble du fonctionnement, y compris la masse salariale et les subventions. Mais si on enlève les subventions qui sont nécessaires pour l'accompagnement des ménages et des collectivités locales et touristes, et la masse salariale, si on extrait évidemment ces deux composantes, le train de vie de l'État a considérablement baissé parce qu'il y a de moins en moins de véhicules, évidemment, dans Libreville, ça se voit, on en achète de moins en moins. Et le train de vie des membres du gouvernement, j'en suis un, vous poserez la question également à d'autres, a considérablement baissé depuis 2010. Il y a des efforts considérables qui ont été faits, et particulièrement depuis 2014, suite donc au séminaire gouvernemental qui s'est tenu à la Pointe-Denis, sur lequel le chef de l'État s'est fait évidemment donner des instructions claires, celui de lutter contre le train de vie de l'État, le train de vie ostentatoire des membres du gouvernement de manière générale, tout en préservant, l'objectif c'est de garantir le fonctionnement optimal de l'administration sans donner l'impression qu'on tombe dans le jeu du gaspillage comme ça pouvait évidemment s'imaginer autant. D'accord. Christian Magnagna, dans cette deuxième partie, je ne suis pas seule. Louis-Philippe Badinga nous a rejoint. Louis-Philippe, je vous donne la parole. Oui, bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Oui, nous allons parler budget notamment en 2016. En 2016, où en est-on alors que le pétrole est en train de faire le yo-yo? En 2016, nous avons une loi des finances 2016 qui a été promulguée, donc qui est déjà mise en place, avec une ouverture de crédit à 10%, 10% évidemment, au regard justement des incertitudes liées à la conjoncture économique. Le budget 2016 a été mis en place, il va s'exécuter conformément au vote donc du Parlement, avec bien sûr, et je sais que c'est là où vous m'attendez, avec la nécessité pour le ministre que je suis et pour l'administration évidemment du ministère du Budget et des Comptes Publics de réguler la dépense en tenant compte de la conjoncture qui pour l'instant évidemment n'est pas stabilisée. Voilà. Effectivement, le mot avait été lâché, on parle plus d'efficacité dans la dépense publique. Alors, en ce qui concerne donc le budget 2016, est-ce que vous avez prévu une réserve, la réserve obligatoire prévue par la loi? Et je voudrais renchérir, si vous permettez, Monsieur le Ministre, pourquoi également ce retard concernant la promulgation de la loi de finances 2016? Oh, Madame, sur la promulgation de la loi 2016, la loi est mise en place beaucoup plus régulièrement. Je veux dire, si on compare les années antérieures, la loi de finances était mise en place souvent dans les courants du mois de mars-avril. Oui. Là, depuis 3-4 ans, la loi de finances est mise en place souvent plutôt le 15 janvier. Là, exceptionnellement, au regard souvent des incertitudes. Non, mais elle est effective parce qu'elle a été mise en place le 15 février. Mais bon, elle a été chargée. Donc là, pour l'instant, évidemment, l'ensemble des engagements, donc les managers pourront engager. Publics sont en train évidemment de s'organiser pour engager leurs dépenses. Lors de son passage sur ce plateau, votre collègue de l'économie n'a pas prononcé le mot crise. En fait, il nous disait que l'économie gabonaise n'allait pas si mal. Si on prend le budget, on sait qu'il a baissé d'à peu près 400 milliards. Est-ce que vous aurez les moyens en 2016 de pouvoir garantir le paiement des salaires, vu que c'est la préoccupation majeure des populations? Alors, d'abord, la première chose, c'est qu'il y a une crise économique. Vous n'avez peut-être pas dû suivre ou bien écouter mon collègue parce que je l'ai suivi. Il a reconnu qu'il y avait une conjoncture, évidemment, qui n'était pas très favorable. Donc, à demi-mot, il reconnaissait qu'il y avait une crise économique qui est liée à la baisse donc, des cours des matières premières, et particulièrement celle du pétrole, donc celle du baril du pétrole. Donc, il y a une crise, puisque vous le rappelez, 400 milliards de différence de ressources propres entre, par exemple, 2012 et 2015, parce que ces 400 milliards, ça c'est le constat que nous avons fait entre les deux exercices 2012-2015. Et cet écart va s'accentuer en 2016. Bien. Donc, il y a une crise structurelle que nous comprenons et pour laquelle le ministre de l'économie a largement commenté, sur laquelle on n'a pas revenu. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait en dépenses? En dépenses, madame, vous venez d'évoquer le volet évidemment des réserves légales. Ce sont des réserves légales, c'est-à-dire qu'en fait, dans la loi de finances, il y a des dispositions qui sont prévues, des dispositions correctives qui donnent au ministre du Budget que je suis les leviers pour réguler la dépense. Donc, dans les projections qui sont faites sur la loi 2016,
Il y a donc des réserves légales qui font que, bon, par exemple, si sur le ministère de la Communication, s'il a été prévu une dotation, mais sachez que cette dotation, on vous la met à disposition au fur et à mesure de l'année. Déjà, on va commencer à la mettre à disposition à raison de 10% là immédiatement. Et au fur et à mesure que vous allez l'exécuter, sachez que vous n'aurez pas exécuté la totalité de 100% parce que ça dépendra évidemment de la capacité pour l'État à honorer, donc ce sont les hypothèses, parce que ces budgets sont réalisés sur la base des hypothèses, mais des hypothèses que nous évaluons au fur et à mesure, évidemment, de l'exécution de l'année. Donc, il y a une réserve légale. Mais en plus, on a d'autres leviers de régulation, parce que la dépense, et on en vient. L'efficacité de la dépense, c'est quoi? L'efficacité de la dépense, d'abord, elle commence par la priorisation de cette dépense. Qu'est-ce qu'on privilégie? C'est-à-dire que les ressources ont baissé. C'est vrai, c'est une réalité. Les ressources ont baissé, ce sont des ressources publiques. Qu'est-ce qu'on priorise? Je prends l'exemple, c'est votre exemple, vous dites, parlons d'abord de la masse salariale. Et bien entendu, sur la loi de finances 2016, les dotations prévues pour le règlement de la masse salariale, elle est de 732 milliards, parce que le chef de l'État, évidemment, après l'engagement qu'il a pris de mettre en place un nouveau système de rémunération, il estimait que ça, c'était la première charge, évidemment, sur laquelle il ne fallait pas lésiner. Et c'est une orientation tout à fait juste, à charge pour le gouvernement, et c'est l'autre instruction qu'il a donnée également au gouvernement, de trouver les mécanismes pour maîtriser cette masse salariale et parvenir à des niveaux adéquats, adaptés, évidemment, pour que, on revient toujours sur le coût de fonctionnement de l'État, pour que le coût de fonctionnement global de l'État, évidemment, soit compatible avec notre capacité de ressources. Cette masse salariale pourra être payée régulièrement? Elle sera payée régulièrement, madame, ne vous inquiétez pas, on l'a payée pour le mois de janvier, elle sera également payée au mois de février. La masse salariale sera régulièrement payée, comme d'autres engagements. Sur la loi de finances, nous n'avons pas que la masse salariale. Oui, vous parlez de la maîtrise justement de cette masse salariale, mais pourtant, quand on observe les cabinets qui grossissent un peu plus, on peut dire que les salaires forfaitaires sont également un élément qui pèse sur cette masse salariale. Dans les simulations que nous avons faites, là, quand je parle de masse salariale, je parle bien de la masse salariale de l'ensemble des agents de l'État, y compris ceux qui travaillent dans les cabinets. Les cabinets, évidemment, les décrets qui organisent les cabinets, les instruments qui organisent les cabinets, je veux dire, balisent la dépense, prévoient la dépense. Donc, en fait, dans les 732 milliards, la dépense liée aux agents, aux effectifs, au personnel d'appui au cabinet sont également prises en charge. Donc en fait, vous voulez nous faire croire que ce personnel est fixe? Le personnel recruté dans le cabinet est donc fixe? Moi, je suis ministre du budget au compte public, j'ai droit à 9 conseillers. Et ça, c'est un droit, évidemment, de 9 conseillers depuis 2010. Parce que le décret qui met en place, évidemment, qui organise les cabinets ministériels, n'a pas changé de ce point de vue-là. Je pense que Louis-Philippe Banega, vous vouliez également aborder concernant la BOP, donc la budgétisation par objectif de programme. C'est un petit peu ce que vous nous avez expliqué au début de nos entames. Dans la maîtrise de la dépense et dans la performance de la dépense, surtout dans une période où nous observons une contraction des ressources, donc comment on participe à la priorisation de la dépense. Donc ça, c'est un processus qui participe dans l'élaboration de la loi, c'est-à-dire au regard de la conjoncture, qu'est-ce qu'on met comme accent cette année? Au-delà évidemment du règlement de la dépense, c'est la CAN. Parce que la CAN est un projet majeur, évidemment à l'honneur du chef de l'État, à l'honneur du Gabon. Oui, et vous allez en discuter tout à l'heure avec mon collègue. Nous allons plutôt parler de la BOP. Si vous pouvez déjà nous dire en français facile, qu'est-ce que c'est la BOP? Alors en français facile, la budgétisation par objectif de programme est une réforme qui est née d'abord de la directive de la CEMAC, et qui ont été évidemment transposées dans le cadre de la gestion des finances publiques du Gabon. En fait, l'objectif ici visé, c'est la fluidité, la fluidification de la dépense publique. Ça suppose quoi? Gestion des moyens, on parle de la gestion des moyens, comme ça a été le cas, à la gestion évidemment, à la mise à disposition des budgets par objectif. C'est-à-dire en fonction de l'objectif souhaité, qui est par exemple évidemment, depuis 2010, la priorité donnée aux infrastructures. Depuis 2010, la priorité est donnée, par exemple, aux dépenses de défense et de sécurité. Depuis 2010, la priorité est donnée aux dépenses sociales, la santé, l'éducation et le pacte social. Nous disons, d'accord, à chaque début d'année, lors de la mise en place d'un projet, voilà les priorités que nous identifions. Et pour parvenir aux objectifs assignés donc, par le chef de l'État, notamment au budget, d'accord, chaque responsable de programme, lié par exemple à ces exemples que je viens de rappeler, d'accord, s'accorde sur le projet annuel de performance qui fixe les objectifs à atteindre, les moyens de parvenir et les résultats attendus exercice par exercice. D'accord, qui peuvent s'étaler sur l'année. Je fais simple pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, on est parti d'une logique à l'époque où l'État globalement fonctionnait, ministère du budget, ministère des travaux publics, ainsi de suite. Aujourd'hui, l'action, il s'agit évidemment de dire quelles sont les actions que l'État ait décidé à porter sur sa dépense. Par exemple, on parle de l'action extérieure de l'État.
À l'époque, ça s'appelait ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, non. Ce n'est plus seulement le ministère des Affaires étrangères dans les moyens, c'est l'action extérieure, évidemment, de l'État. Comment on la dimensionne? Comment on la fixe? Comment on l'évalue? Quelles sont les actions, évidemment, qui rentrent dans l'action extérieure de l'État? Et comment on est certain de l'évaluer en fin d'année? Est-ce qu'on se comprend bien? Bien sûr. C'est comme l'éducation nationale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vise comme projet, comme projet de développement de l'éducation nationale? La construction des établissements. La construction des établissements. Mais pourquoi? Et pour qui? Et comment on fait pour les entretenir? Et avec quel personnel, évidemment, on est sûr de le manager? Pas de créer une école à Molenguibiza, qui est mon village, bien sûr, évidemment, et puis de l'abandonner. Non, il faut que derrière, ça participe à un processus. Donc, projet annuel de performance avec, bien sûr, des indicateurs des résultats. Donc, on va pas, c'est sûr que ça peut paraître évidemment trop technique, un peu sorcier. trop technique pour nos téléspectateurs. Mais l'objectif, c'est de dire, l'État a des missions. Et ces missions, nous allons les scinder en composantes essentielles pour la bonne compréhension de l'opinion publique. Nous espérons que vous avez été compris par le public, qui est un peu profane par rapport à tout cela. Mais pourtant, les pourfendeurs de cette BOP disent plutôt que le gouvernement est passé en mode flop au regard des retards qui sont enregistrés dans la distribution des fonds, la mise à disposition des fonds. En mode flop, vous dites? Oui. Ah, j'ai pas entendu ça. Là, c'est la première fois que je l'entends. Mais non, mais c'est écrit, mode c'est dit. BOP. Oui, c'est écrit. Mode budgétisation pour objectif de programme. Comment justifier alors les retards, justement, dans la Mais les retards sont liés les retards sont pas liés à la réforme, parce que la réforme, évidemment, il faut prendre le temps de stabiliser la réforme. La réforme a été mise en place, il y a des pays qui nous ont précédés. Et ça prend le temps, bien sûr, parce que prendre le temps, c'est quoi? C'est l'homme qui est au centre. Le manager public, l'agent public, l'ordonnateur, comment il l'intègre? Bien, c'est une organisation sur laquelle nous allons revenir. Mais pour revenir sur les retards, ça dépend de comment chaque ordonnateur, chaque responsable de programme prépare l'exécution de son budget. Parce que l'exigence au niveau de la BOP, c'est quoi? C'est qu'on ne sort plus l'argent comme ça, là, on ne sort plus les moyens pour dire faites ce que vous avez à faire. Non, on sort les moyens que si vous avez suffisamment préparé votre projet. Ça veut dire quoi? Je veux construire une salle d'écoute, une case d'écoute à Libreville. D'accord? Et correspond à quel programme? Elle correspond à un programme évidemment social, identifié clairement. D'accord, quel coût? En combien d'années? Vous le faites sur quelle année? Est-ce que donc en fin de compte, ça suppose au départ un minimum de préparation pour emmener le ministère du Budget, d'accord, à dégager des moyens. Cela suppose aussi une appropriation donc par ces administrateurs. Tout à fait. Donc moi, j'ai presque envie de dire qu'en fin de compte, le déficit, ou tout au moins le retard observé dans certaines mises à disposition des ressources, ne tient pas du fait des moyens, ne tient pas du fait du ministère du Budget, mais surtout des responsables de programme ou des agents qui sont chargés de la mise en place de certaines... Est-ce que ça veut dire qu'avant la BOP, finalement, l'État n'avait pas le contrôle avant sur la BOP, certains on mettait à disposition chantiers, évidemment les moyens. Finalement, ça se faisait on mettait à disposition selon des la moyens. volonté des uns et des autres. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous ouvrez les crédits. C'était 10 milliards qui étaient prévus à un ministère. Les mêmes, évidemment, ils se le saucissinaient. Ça ne laissait pas entrevoir, justement, des excès, puis une certaine, peut-être, gabégie. Aujourd'hui, chaque responsable de programme, c'est-à-dire chaque ordonnateur public, d'accord, est justifiable s'explique devant l'Assemblée nationale, d'accord, parce qu'il faut expliquer comment avez-vous utilisé ces crédits. Mais en février 2015, est-ce que vous pouvez faire un bilan justement de cette BOP? Le bilan, il est positif de mon point de vue, il est globalement positif, il y a une avancée. Mais c'est sûr que la mission du ministère du Budget dans cette matière, c'est de poursuivre la sensibilisation. Cette sensibilisation qui doit partir depuis les élèves, les étudiants, les responsables des entreprises, les responsables des administrations, les ordonnateurs. C'est-à-dire que toute la chaîne doit pouvoir comprendre comment fonctionne désormais la gestion finance publique du Gabon. Pour qu'on se l'approprie, parce que l'objectif, c'est de l'approprier pour sortir des mécanismes de facilité qui consistent à dire on adresse une fausse facture au ministère du Budget et le Trésor paye. Non, le Trésor ne paye plus. Désormais, évidemment, les choses sont arrimées par rapport à des objectifs de résultat. Ces objectifs de résultat, ils sont clairement expliqués avec un mode opératoire, évidemment. La BOP, la loi de finances, est de plus en plus arrimée au projet annuel de performance qui explique l'argent, le franc CFA que tu sors du FIA, il sert à quoi? Mais il sert à un objet. Pour cet objet, comment on fait pour parvenir à cet objet? Par rapport à des modalités. Ces modalités, évidemment, par quel moyen tu y parviens? Et quels sont les objectifs sociaux en termes de politique publique? Quels sont les objectifs que vous visez par rapport, évidemment, à ces moyens? Oui, on va bientôt arriver au terme de cette première partie de notre débat, mais on ne pourrait pas vous laisser partir sans que vous puissiez répondre à deux petites préoccupations. D'abord, est-ce que la BOP permet à ce propos de mieux contrôler le processus d'exécution des marchés publics? Et la deuxième question serait concernant la dette intérieure.
Bien sûr, en parlant des marchés publics, les audits organisés notamment en 2014 ont permis de découvrir de nombreux scandales. Oui. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que d'abord, ces scandales, évidemment, nous les avons annulés. Nous les avons annulés. 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 Voilà. Sanction. Non, Annulés. annulés. Voilà. Ce qu'il faut ajouter derrière. Donc les comptes sont à zéro. Sur les scandales, parce que je reprends l'expression, le scandale, et c'est bien que la presse, évidemment, de temps en temps, se fasse l'écho de nos préoccupations. Voilà. On peut être un peu plus précis pour dire qu'il y a eu des scandales. Il y avait une exagération, par exemple. Au cours de ces audits, il y avait des exagérations, et merci évidemment pour le mot, il y a eu des scandales. Et ces scandales, Dieu merci, évidemment, nous les avons annulés pur et simple, et il n'y a pas eu de réclamation. Tant mieux, bien. Sur 2015, vous posez la question évidemment sur l'intérêt de la BOP. La BOP, l'avantage, c'est pour l'ordonnateur, c'est savoir quel est mon plan d'action. Mais après, derrière, si c'est pour je prends toujours l'exemple de la construction de l'école, après, c'est le Code des marchés publics qui organise les marchés publics au Gabon. Ça veut dire quoi? C'est des appels d'offres. Après, appel d'offres ou en temps direct, peu importe, mais l'ordonnateur est libre au jour d'aujourd'hui de recourir, évidemment, au mode qu'il veut pour recruter un opérateur économique pour réaliser l'ouvrage qu'il veut. D'accord? Bien. Maintenant, après, mais dans le déroulé de l'exécution de ces marchés, on respecte bien sûr les clauses. Les clauses, évidemment, qui sont liées, par exemple, au démarrage, au lancement des travaux, au démarrage des travaux, à l'entrée en vigueur du marché, bien sûr, au démarrage des travaux, au décompte et tout ça. Mais ça, c'est géré désormais par chaque ordonnateur, chaque responsable de programme, c'est-à-dire qui suit lui-même l'exécution de son programme. Nous, de notre point de vue, l'ensemble des travaux qui sont validés par la Direction générale du budget et des finances publiques sont des travaux qui s'exécutent tout à fait normalement, qu'il s'agisse de la construction des stades, comme c'est le cas, ou d'autres projets routiers tels qu'ils sont en train d'être lancés pour la réhabilitation des voiries Libreville. Tous ces projets sont en cours et ne souffrent d'aucun retard. Les entreprises se plaignent justement de ce qu'elles ne sont pas payées. Comment le comprendre? Des entreprises qui sont prêtes, pour certaines, qui ont dû mettre la clé sous le paillasson. Alors là, on parle évidemment d'un autre registre. Là, on parle des registres de la dette intérieure, peut-être. C'est peut-être ça. Oui, c'est la dette intérieure. Ah, là, sur la dette intérieure. Mais sur la dette intérieure, je pense que nous avons mis en place une commission. Nous avons mis en place une commission pour recenser et comprendre l'origine de cette dette intérieure. Je veux rappeler quelque chose. Depuis 2014-2015, c'est plus de 500 milliards qui ont été mobilisés par l'État, sur instruction sur l'État. Payer la dette. 500 milliards qui ont été mobilisés pour justement payer la dette. L'État a tenu à respecter ses engagements. Et je peux vous garantir que, malgré la conjoncture, nous continuerons à respecter nos engagements. Là, par exemple, je dis depuis le début de l'année, une enveloppe de 10 milliards a été mise à disposition pour participer évidemment à l'appurement de cette dette des PME. Je vais vous donner un exemple. Ces 10 milliards ont été mis à disposition depuis le mois de décembre. D'accord? Oui. Seuls 6 ont été décaissés. D'accord? Parce que, ben oui, il y a la dette, mais après, il faut reconstituer les dossiers. Le Trésor ne paye plus comme ça, tout simplement parce que tu t'appelles Christian Mayagna avec un beau sourire. Mais non, il faut organiser des conventions, il faut que ça respecte évidemment le circuit financier. Il faut que ce soit clair. Oui, mais pourtant, cette dette, oui, elle est quand même évaluée à peu près du tiers de la dette globale. Vous parlez de quoi? Les 10 milliards? Non, de la dette intérieure concernant... La dette intérieure, je n'en ai aucune idée pour l'instant. Je sais que chacun dit un tout petit peu les montants dans tous les sens. Mais sur la dette intérieure, je voulais en venir et je crois que c'est important qu'on en parle. L'État paiera toujours ses engagements. Nous, je veux dire que nous n'avons aucune raison, le gouvernement ou encore moins le ministère du Budget n'a aucune raison de fragiliser la PME. La PME, c'est celle qui crée la richesse, c'est celle qui crée des emplois. Donc, nous n'avons aucune raison de fragiliser notre tissu de PME. Sauf que la dette telle qu'elle est réclamée au jour d'aujourd'hui, je vous dis qu'il y a des réclamations de dette sur des effets qui durent depuis 10-15 ans. Sur 10-15 ans. Alors qu'en temps, il y a eu des audits. Comment pouvez-vous comprendre que au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire en 2016 ou depuis en 2015 en tout cas récemment, qu'un opérateur économique vienne me réclamer des effets de 2002. Il y a quand même un problème. Ah bon, depuis 2002, vous n'avez pas pu les faire valoir, vous avez attendu que Mayagna arrive au ministère du Budget pour faire valoir votre dette. Donc, je prends cet exemple pour expliquer que nous avons mis en place une commission qui va recenser l'ensemble évidemment de ces expressions de dette, comprendre l'origine de la dette, et quand elle sera validée et certifiée par les services concernés, notamment sur le service fait, mais l'État mettra des dispositions pour payer la dette, au même titre évidemment qu'il est en train de payer la TVA, qu'il est en train de payer évidemment d'autres Christian Mayagna, le Nzimba c'est 52 minutes, donc de nombreuses questions à venir avec notre deuxième chroniqueur qui va nous rejoindre dans quelques instants. Ce sera après la suite de ce reportage à propos des mécanismes également d'amélioration du fonctionnement de votre département ministériel. Avec la création du nouveau département ministériel en charge du budget et des comptes publics, deux missions apparaissent clairement.
celle de créer de la richesse dévolue au ministère de l'économie d'une part, et celle de la dépense publique qui incombe désormais au ministère chargé du budget d'autre part. Depuis lors, de grandes mutations sont observées au sein des différentes entités qui composent ce ministère. La Direction générale du budget, par exemple, a été renforcée et s'est transformée en Direction générale du budget, des finances publiques, la DGBFIP. Cette réforme touche également le Trésor. En effet, la fusion entre le Trésor et la Direction générale de la comptabilité publique crée ainsi la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, la DGCPT. Elle contribue de ce fait à l'arrimage de notre administration aux standards internationaux. Au moment où cette importante administration fête ses 50 ans, elle a désormais à sa tête un directeur général qui assure la gouvernance du Trésor. La réforme participe à l'éclatement de la fonction comptable marquée notamment par l'arrimage de l'organisation comptable et financière du Trésor public aux normes communautaires, la conformité de l'organisation comptable aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et à l'exécution du budget, la modernisation des services par la redistribution des rôles au niveau central entre la trésorerie centrale et l'agence comptable centrale, et au niveau déconcentré par la pluralité des comptables principaux de l'État. Ces changements, opérationnels au niveau des administrations, n'ont pas encore été complètement vulgarisés et ne permettent pas une meilleure visibilité pour l'usager à l'heure actuelle. Monsieur le ministre du Budget et des Comptes publics, vous venez de suivre donc le constat du Nzimba concernant la réorganisation de votre département ministériel afin de le rendre encore plus performant. Parmi ces innovations, la caisse des pensions et de prestations familiales des agents de l'État qui a repris le relais de la direction de la dette viagère. Qu'est-ce qui a réellement changé ? Il y a beaucoup de facilités qui ont changé. Je pense que les Gabonais sont bien contents de la création de la caisse des pensions et des prestations familiales, évidemment, des agents publics de l'État. C'est une décision du chef de l'État qui a fait naître donc, cette caisse depuis octobre 2014, avec la désignation, évidemment, la nomination donc, de son directeur général adjoint et de son agent comptable depuis octobre 2014. Et sur 2015, nous pouvons tirer des bilans. En 2015, la Caisse des pensions a liquidé des pensions retraitées. Près de 1500 nouveaux retraités, évidemment, sont rentrés en ligne. Et je peux vous dire également que sur les 4600 pensions provisoires, évidemment, la Caisse des pensions a mis en pension définitive pas loin de la moitié. Et on peut garantir que d'ici 6 mois, la Caisse des pensions aura rattrapé l'ensemble, évidemment, de ces pensions. Ça veut dire que le fonctionnaire gabonais à la retraite ça veut dire que par la création, tout à fait. Ça veut dire que par la création de la Caisse des pensions pensions et des prestations, nous avons gagné 4 ans. Ça veut dire que nous avons rattrapé 4 ans de retard, qui était consacré par cette ancienne organisation. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la création de la Caisse satisfait l'ensemble des agents publics. C'est pour l'ensemble également des pensionnaires, enfin des retraités de l'intérieur du pays aussi. Il y a eu des mécanismes. Bien sûr, il n'y a pas de discrimination. C'est tous les pensionnaires, donc les nouveaux pensionnaires, parce qu'après il y a une réforme qui est en train de se mettre en place. Il y a 2 réformes d'ailleurs que la Caisse des pensions est en train de lancer. Une réforme qui tend à aligner donc ces prestations au nouveau système de rémunération. Ça, c'est une chose. Mais il y a un autre volet, parce que la Caisse des pensions est prestation familiale. Donc, il y a aussi un autre volet des prestations familiales pour lequel la Caisse des pensions est en train également là de procéder évidemment à des réformes. Et il y a un projet de loi que nous avons déposé sur la table du Parlement qui devrait mettre en place. Le coût de la pension va augmenter. Pour ce qui est des retraités, avec la mise en place, avec l'implémentation du nouveau système de rémunération, la hausse sera significative. Mais soyons prudents. Je pense que le directeur général de la Caisse communiquera suffisamment. Nous avons le nouveau retraité qui lui part sur la base du régime du nouveau système de rémunération et l'ancien retraité pour lequel, bien sûr, la Caisse est en train de réfléchir afin de trouver des solutions pour ne pas créer évidemment des disgrâces au niveau des agents publics. Il est important qu'ils réfléchissent et à ce moment-là, le ministère du Budget. En tout cas, la question est la question est en réflexion. Voilà. Jonas Osombe nous a retrouvés sur ce plateau. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, il y a une véritable crise due à la baisse du prix du baril de pétrole. Et donc, le gouvernement s'est engagé dans une sorte de politique de restriction budgétaire qui fait qu'aujourd'hui, on se demande si un certain nombre de projets va être financés par le gouvernement. À savoir la CAN 2017, le pacte social, les 2 élections à venir, donc la présidentielle et la législative. Qu'en est-il, monsieur le ministre? Écoutez, vous êtes vraiment en plein dans la priorité du gouvernement. Le gouvernement, sur le budget, sur la loi de finances 2016, le gouvernement a identifié 4 priorités, 4 ressorts de croissance sur 2016.
Le premier vient de le rappeler, donc c'est la CAN. La CAN avec tout ce que ça suppose évidemment comme activité et des opportunités pour les PME d'ailleurs qui devraient davantage se présenter auprès de l'ANGT, auprès du dispositif donc, du COCAN qui met en œuvre évidemment ces infrastructures. L'année dernière, l'État a engagé pas loin de 110 milliards de francs CFA pour lancer les travaux de construction du stade de Yem et du stade de Port-Gentil. Et sur cette année, là encore en ressources propres, l'État va disposer pas loin de 100 milliards également pour justement la poursuite de ces travaux en prenant en compte un accompagnement de nos partenaires techniques et financiers qui croient au Gabon, qui croient à cette mesure et qui nous accompagnent dans la réalisation de ces Le calendrier de ces chantiers le calendrier est à ce jour est respecté. Ça, voilà, faut peut-être le préciser. Ah, ben je précise que le calendrier de réalisation donc, des stades donc, et l'organisation du COCAN, nous sommes dans les délais et ça va se réaliser. Donc ça répond évidemment à votre première question. Ils sont d'autant plus inquiets, Monsieur le ministre, parce que on ne sent pas le même engouement en termes d'investissement qu'en 2012. L'engouement de l'investissement aujourd'hui s'opère au niveau de Port-Gentil. Il s'opère au niveau d'OIM. Nous, on y a été tout récemment. Il y a un engouement autour de la construction des stades et les PME qui sont donc les PME ressortissants donc d'OIM et de Port-Gentil s'organisent au jour d'aujourd'hui pour capter des opportunités autour de la construction de ces deux marchés. Donc sur la CAN 2017, je peux vous garantir que soit pour la prise en compte des activités du COCAN comme la construction des stades, ça constitue le ressort majeur donc de 2016 et ça c'est financé, ça je peux vous le garantir. Les élections, ben, ça c'est constitutionnel. Je veux dire qu'il nous serait malaisé évidemment de ne pas le prévoir. Le budget a prévu évidemment, c'est la deuxième priorité donc sur le loi de finances, c'est donc l'organisation des élections présidentielles et législatives afin pour permettre au Gabon de respecter donc le calendrier constitutionnel. Le troisième levier, vous l'avez évoqué, c'est le pacte social. Le pacte social, mais bien sûr, évidemment, étant une priorité, parce que depuis 2014, c'est une priorité du chef de l'État, c'est une priorité des Gabonais, et c'est à travers le pacte social que nous pourrons valablement accélérer le partage. Donc, bien entendu, c'est une disposition claire. Là aussi, c'est un ressort qui est maintenu, évidemment, sur le programme 2016. Mais il y en a un que vous avez oublié, c'est la poursuite, bien sûr, des infrastructures de base. Les routes, bien sûr, il faut les poursuivre. Et ce qui se fait à Libreville, c'est prévu dans le cadre de la loi de finances 2016. Donc voilà 4 ressorts sur lesquels nous avons basé l'exécution du budget 2016. Et tous ces projets, ces 4 projets sont en route. Et je peux vous garantir ici et rassurer donc nos concitoyens de ce que ces engagements seront pris. En dépit de la conjoncture, tous les mécanismes sont réunis pour que la priorité soit consacrée à ces 4 volets. Monsieur le ministre, on ne saurait être en face de vous sans aborder la question du fonctionnement même du trésor public. Oui. Et nous savons que les procédures de contentieux auxquelles l'État doit répondre est coûteux et revient très cher aux contribuables. Est-ce que cela veut-il dire que l'agence judiciaire de l'État ne joue pas son rôle? Alors là, vous me posez 2 questions. Celle relative au trésor et celle relative à l'agence judiciaire de l'État. Oui. D'accord? Oui. Commençons par l'agence judiciaire de l'État. L'agence judiciaire de l'État joue son rôle. La direction générale de l'agence judiciaire de l'État joue son rôle de prévention, de sensibilisation auprès des administrations parce que, évidemment, il y a un risque énorme par rapport au contentieux de l'État. Et nous nous y battons par la sensibilisation, par un ensemble, évidemment, de dispositifs qu'il faut mettre en place pour permettre à l'AJE de jouer pleinement son rôle de défense des intérêts de l'État. Je peux simplement vous dire que sur 2015, l'agence judiciaire de l'État a finalisé, mais vraiment à finaliser donc des protocoles transactionnels comme des règlements de contentieux en générant des économies de l'État. C'est-à-dire que sur des niveaux demandés de près de 4 milliards sur 2015. Oui, voilà. De près de 4 milliards sur 2015. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le bilan d'activité de l'AJE sur 2015 a fait économiser à l'État gabonais près de 4 milliards de francs CFA. Donc c'est une idée reçue. Mais sur un volant d'activité, c'est-à-dire que, allez, là je vous parle évidemment grosso modo, sur à peu près une soixantaine d'affaires. 4 milliards, mais c'est énorme. Et c'est pas fini. Parce que ce qu'il faut reconnaître ici, et c'est le lieu de le dire, parce que de plus en plus, il va falloir qu'on recourt à l'action récursoire de l'État. Là, on parlait de la dette tout à l'heure avec votre collègue, la dette intérieure, avec tout ce qu'on nous suppose évidemment comme information souvent à vérifier. Mais moi, je vais impliquer l'AJE à l'intérieur afin de défendre les intérêts de l'État, parce que l'État n'a pas à subir toujours la pression, évidemment, non seulement des PME, mais souvent avec la complicité des agents publics. Et donc, avant d'arriver au l'AJE va s'impliquer dans le traitement, évidemment, de ce dossier-là afin de faire jouer, évidemment, l'action concernant le Trésor. Monsieur le ministre, sur le Trésor, nous avons amélioré. Le Trésor a 50 ans. Et en 50 ans, on a envie de savoir ce qui a changé. En 50 ans, ce qui a changé, c'est d'abord la rupture avec la pratique du passé.
Le passé, c'est qu'on avait un seul TPG qui faisait la pluie et le beau temps. Depuis 50 ans, donc depuis l'année dernière, le Trésor, dans le cadre de sa réforme, maintenant, est une administration normale, avec un directeur général qui s'occupe de la gouvernance de son institution, donc de ses directions générales. Et avec des délégations auprès, évidemment, des directeurs généraux, l'un en charge de la trésorerie, l'autre en charge de la comptabilité centralisée, évidemment, et une myriade de trésoriers qui couvrent l'ensemble du territoire, mais y compris nos représentations diplomatiques, avec obligation pour chacun de ceux que je cite de se présenter donc devant le juge financier. Est-ce qu'on comprend la différence? C'est-à-dire qu'en fait, quand chacun, aujourd'hui, ne peut plus se cacher derrière la seule signature unique qu'avait le TPG à l'époque, aujourd'hui, chaque responsable de ceux que je viens de citer sont responsables de leur gestion. Moi, je dis que nous avons fait là un bond, évidemment, de près de 20 ans, pour une raison tout à fait simple, parce que voilà comment on vient de nous arrimer par rapport aux standards internationaux. Voilà comment on vient de s'arrimer par rapport aux standards de la CEMAC. Et puis, la plus-value, elle est plutôt à l'usager. Parce que l'usager, qu'est-ce qu'il dit? Aujourd'hui, le Trésor est capable, évidemment, de mieux planifier sa trésorerie, ce qui ne se faisait pas avant. Parce qu'avec l'arrimage entre la BOP et la réforme au niveau du Trésor, c'est qu'en fin de compte, de plus en plus, leur performance est juste sur le respect, évidemment, du plan de trésorerie et, en tout cas, une meilleure planification financière. Toujours ce qui, en plus, évidemment, ce que je voulais dire, question. ce qui est important, évidemment, je voulais terminer là-dessus pour la gestion du Trésor, c'est la plus-value à l'usager, c'est la bancarisation. La bancarisation, c'est la réforme du Trésor a permis, d'accord, de permettre donc à chaque agent public, évidemment, de se bancariser, mais à nos élèves, aux élèves de se bancariser. Donc, aux Gabonais, d'avoir droit, évidemment, à l'ouverture d'un compte afin de recevoir, évidemment, ce qui leur revient de droit Avec que le Trésor paye. la carte de crédit. Avec la carte de crédit. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que le centre de décision de la gestion du budget de l'État s'est déplacé du Trésor vers la présidence de la République? Moi, je pense que je n'ai pas beaucoup de réponses à ce genre d'état. Mais vous savez, il faut se décomplexer. Je crois qu'on a une administration qui est tout à fait dynamique et qui est vivante. Et le chef de l'État, dans sa manière de mettre en œuvre ses équipes de travail, il veut que les gens travaillent ensemble. Moi, je travaille avec le ministre de l'économie. Moi, je travaille avec d'autres collègues membres du gouvernement. Moi, je travaille avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Parce qu'en fait, celui qui suit nos activités, mais c'est le chef de l'État. C'est lui qui nous juge. C'est son projet de société que nous mettons en œuvre. Vous leur donnez raison? Mais non, on ne déplace pas, attention. Non, j'explique que dans le fonctionnement courant du rendu des activités que nous faisons, à la fois pour les activités de la dépense, du budget, de ce que nous engageons, le chef de l'État va avoir des reportings régulièrement. Est-ce que le fait de rendre compte au chef de l'État à travers son directeur de cabinet et de recueillir son avis, parce que mine de rien, c'est lui le chef de l'État, est-ce que ce serait évidemment déplacer la caisse de l'État au Trésor? Je suis en train de vous dire que la réforme du Trésor au jour d'aujourd'hui nous emmène à sortir du jeu de l'époque qui consistait à avoir un seul TPG décideur, à une administration au jour d'aujourd'hui qui non seulement permet de couvrir l'ensemble des besoins du territoire, mais est organisée avec une gouvernance à la tête. Donc délocalisée, évidemment. De quelle institution obtient-on le visa de nous sommes conformité? arrivés au terme de cette partie. Très sincèrement, je voudrais rassurer l'opinion, parce que les gens qui nous regardent, c'est l'occasion de faire passer des messages. Oui. Là, vous abordez la question sur le visa de Portugal. Là encore, on déforme. Mais à quoi le visa d'opportunité ou de conformité? Oui. Chacun l'appelle un peu comme eux. Qu'est-ce qu'on veut? Mais c'est normal qu'autour du chef de l'État, on rapporte la cohérence de l'action publique. Si chaque membre du gouvernement doit se permettre de se lever pour contracter un emprunt auprès d'un bailleur, engager l'État évidemment dans des démarches qui ne correspondent pas au plan stratégique Gabon de l'émergence, à la cohérence de l'action politique telle que le chef de l'État la voit. Dites-le comme vous le faites. Dites-le comme vous le faites. Mais c'est ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire qu'en fait, quand le visa de conformité, c'est dire Christian Mayenya a envie de construire une école à Mounana, ça rentre bien dans le PSGE. Le chef de l'État, il donne son avis pour dire oui, ça rentre dans le PSGE. Parce que sinon, c'est pas parce que je suis ministre du budget que je peux me permettre d'engager un opérateur économique en dehors de la cohérence attendue par le chef de l'État. À présent, Christian Magnania, nous souhaitons que vous nous éclaircissiez sur ce que fait le gouvernement en matière d'amélioration du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Vos explications après ce reportage. Le fonctionnaire gabonais se porte-t-il mieux aujourd'hui qu'avant? Jouit-il plus d'avantages aujourd'hui qu'hier? Ces deux interrogations nous permettent de comprendre l'impact que les récentes réformes engagées par les pouvoirs publics ont entraîné au niveau de ses revenus. En effet, exception faite du nouveau système de rémunération, les réformes budgétaires en cours ainsi que le basculement en mode BOP ouvrent de nouvelles perspectives pour l'argent public. Depuis l'an dernier, le prêt concernant le véhicule à titre remboursable, VTR, initialement destiné à l'acquisition de véhicules automobiles, est devenu par la force des choses un instrument de financement de divers projets. Ainsi, estime-t-on au budget, pour rattraper ce retard du droit sur les faits, le ministère du Budget l'avance sur solde pour investissement en abrégé, ASI.
Ce nouveau sésame, si c'en est un, a l'ambition de répondre aux besoins réellement exprimés par l'agent. De même, le cycle du traitement des dossiers pour son obtention a été raccourci. Dans la foulée du nouveau système de rémunération, NSR, comme on le constate, l'avance sur solde pour investissement, ASI, serait une mesure à caractère social proposée aux agents publics en lieu et place du VTR. Par ce moyen, l'agent public pourrait bénéficier d'une avance conséquente en vue de satisfaire des besoins qui nécessitent un financement important. Pour les concepteurs de cette nouvelle offre adressée aux agents publics, l'ASI n'est qu'une facilité de caisse qui n'a pas la prétention de régler l'intégralité des besoins de financement qui se posent à eux. Si tant est que l'ASI se propose de répondre aux soucis de l'agent public, l'efficacité de ce nouveau produit devrait se vérifier lors de sa mise en service. Le maçon, comme le dit bien un adage de chez nous, se juge au pied du mur. Donc le gouvernement a fait des efforts pour améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires, mais une question nous brûle les lèvres, Christian Magnagna. C'est à propos de la PIP du deuxième trimestre 2015. Nous sommes donc à la mi-février. Cette PIP s'élève à 3 milliards 800 millions de francs CFA et elle doit être versée d'ici la fin du mois. Est-ce que ce sera bien le cas ? Alors, je ne sais pas de quelle information il s'agit, ni de quelle administration, mais ce que je peux vous donner, c'est l'information telle qu'elle est pilotée par le chef du gouvernement, le Premier ministre, qui a réuni l'ensemble des secteurs concernés, qui a pris l'engagement de payer la PIP à tous les secteurs concernés. La PIP, de quoi on parle ? On parle d'une décision qui a été mise en place par le chef de l'État et qui peut donner à chaque agent, évidemment, de profiter d'une prime d'incitation à la performance. Je ne vais pas revenir sur les éléments, évidemment, qui notation. Bon, on ne revient pas là-dessus. Mais le fait est que le Premier ministre, chef du gouvernement, dans la réunion, m'a donné instruction, au ministre du budget, a donné instruction au ministre du budget de payer le reliquat donc, de la PIP qui correspond donc au deuxième trimestre 2015, donc des agents, d'accord ? Et il m'a autorisé évidemment un délai jusqu'à juillet 2016. Mais avec instruction également de dire, si je peux faire la surprise, en fait, si le ministère du Budget ou le Trésor, en fonction évidemment de la rentrée, peut faire la surprise, tant mieux. Donc nous sommes en train de travailler pour exécuter cette instruction qui sera, la PIP sera payée dans les délais. À partir de ce 25 février. Ah, madame, je ne vous donne pas les délais, je vous rappelle l'instruction que j'ai reçue du chef du gouvernement. Le chef du gouvernement donne au ministre du Budget que je suis et à mes services, donc les dépenses rattachées à la dépense, jusqu'à fin juin, juillet, pour payer la PIP. Donc le reliquat de la PIP au titre 2015. C'est juste une période. Très bien. Toujours à propos donc, de l'aide à la consommation également du fonctionnaire, oui. Ça y est, le fameux crédit véhicule à titre remboursable, VTR, oui. N'existe plus. Oui. Vous avez mis en place ASI pour avance sur salaire pour investissement, oui. Avec un fonds d'à peu près 10 milliards. Comment ça se passe ? 10 millions. Non, avant de le dire, ce qui est important de rappeler, c'est tous les efforts, je dis consentis par le gouvernement, pour améliorer vraiment le niveau de revenu de l'agent public. Il faut retracer les choses. Je dis que c'est mieux qu'avant 2009. Il faut le dire comme ça. Dès 2010, le gouvernement a procédé à l'harmonisation, donc la prime de logement. Après, évidemment, ça a été la prime de transport. Donc, au fur et à mesure, ça dit que si je vous rappelle tout ce qui a été fait jusqu'en 2015, mais c'est énorme. C'est énorme. Avec le nouveau système de rémunération, évidemment, qui est la nouvelle, qui vient fermer la boucle, mais c'est énorme, c'est 30-40% d'augmentation des salaires pour les agents publics. Avec à la clé un mécanisme donc, l'avance donc, sur solde pour investissement qui sort du cadre du VTR parce que le véhicule à titre remboursable n'était réservé que pour l'acquisition des véhicules. On savait que derrière, évidemment, dans la pratique, ce n'était pas forcément ça. Donc ici, on a l'avantage de clarifier ce mécanisme d'aide aux agents publics. Donc évidemment, avec une enveloppe... Mais à la fois, c'est plafonné. C'est plafonné à 10 millions par individu et remboursable sur 4 ans. Alors que dans le cas du VTR, c'était remboursable sur 3 ans. Et uniquement destiné à l'acquisition d'un véhicule. Là, chaque agent public peut bénéficier évidemment de cette enveloppe pour lui permettre d'accéder au logement. Rappelez que c'est toujours à 0%. À logement. Mais vous imaginez l'harmonisation de la prime de logement, l'augmentation des salaires de près de 40%, la mise en place donc de cette aide budgétaire que le chef de l'État, le Premier ministre, suit pour l'exécution évidemment de cette nouvelle mesure. Mais on devrait, bien sûr, ça vient évidemment accompagner, accélérer la consommation. Donc pour notre PIB, pour notre croissance, c'est positif. Mais ça doit pouvoir, et c'est l'objectif, c'est le message que je voudrais évidemment passer par rapport à cette émission, on gagnerait à ce que ça booste l'investissement des ménages, notamment en faveur du logement et d'autres évidemment. Et enfin, concernant la gestion des précomptes qui a fait
fait couler beaucoup d'encre sur, vous avez signé donc une décision en juillet 2014 pour arrêter donc cette aide, en tout cas au niveau des crédits et des organismes de crédit. C'est une disposition qui avait été mise en place pour permettre donc à des établissements de microfinance, de microcrédit, donc, de venir donc en appui donc, des agents publics. Donc la caisse garantissait donc le prélèvement en direct donc sur la solde de l'agent et le reversement donc à l'opérateur économique. Ça a été supprimé parce qu'il y a eu des déviations. Cette mesure a été totalement dévoyée dans le sens où on a observé lors de l'audit évidemment le point qu'on a dit. C'est pas que les organismes ne percevaient pas, les organismes percevaient, mais à des taux d'intérêt d'usurier. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque agent, avec la complicité des agents, qui, sans inconsciemment, versaient de plus en plus, évidemment, dans un surendettement, dans un cycle de surendettement qui devenait périlleux pour l'employeur qu'est le gouvernement, qui se retrouve avec des agents publics complices d'une situation, évidemment, de surendettement des agents publics. Donc, si tu as été suspendu, évidemment, l'argent prélevé aux agents publics, prélevé par agents publics, qui est donc logé au Trésor, bien évidemment, remboursera permettra de rembourser donc la dette contractée par les agents publics. Là-dessus, l'État ira jusqu'au bout de sa logique, mais au moins par la bancarisation, par le système évidemment de l'Asie, par tous les mécanismes qui ont été mis en place en faveur de l'agent public, nous espérons que cette augmentation de revenus va permettre donc à l'agent public non seulement d'avoir évidemment un meilleur pouvoir d'achat, mais surtout meilleur revenu, mais surtout évidemment, de rentrer de plus en plus dans l'invitation que le chef de l'État formule, à savoir rentrer dans l'investissement des ménages, notamment dans le cadre du logement. Nous sommes arrivés au terme de ces 52 minutes. Votre conclusion ? Ma conclusion, écoutez, c'est d'inviter bien sûr nos compatriotes à lutter contre le défaitisme. Nous avons une situation économique qui est difficile et c'est l'occasion pour nous de réformer notre économie. C'est une année difficile à passer, on ne sait pas combien de temps évidemment la crise va durer. À l'adresse évidemment des agents publics, que j'invite à la patience, c'est d'abord un chemin d'or. Et puis surtout à rester évidemment confiant, parce que écoutez, notre pays est fort et on devrait pouvoir rebondir au sortir de cette crise économique. Merci à Monsieur le ministre du Budget et des Comptes Publics d'avoir accepté notre invitation, aux téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro de Nzimba. Pour animer les débats, j'étais accompagnée de Louis-Philippe Badinga et de Jonas Osombe. Merci à l'équipe technique. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine.